Je vous avais promis une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus loin que la première sur les feux en Amazonie qui ont quand même enflammé le feu. Voilà. Les réseaux sociaux, les infos, etc. Donc d'ailleurs un peu partout, en tout cas en Europe, je sais pas pour le reste du monde, mais en tout cas un peu partout en Europe. Et du coup, je voulais d'ailleurs répondre à cette question de genre, mais pourquoi en fait est-ce qu'on en a parlé cette année-là, alors que visiblement c'est quand même quelque chose de récurrent et c'est vrai. Alors, la question qui m'a été posée beaucoup en commentaire, sur Instagram aussi, même dans ma vie de tous les jours privée, etc. Enfin, genre, ma mère m'a posé la question. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé cette année-là et pas avant? Je trouve en fait cette question quand même très intéressante parce qu'elle va permettre d'aborder plusieurs points. La première chose, c'est que ce qui a fait œuvre en fait d'information à large échelle, c'est que donc c'était le lundi 15 août, enfin aux alentours du 15 août, il y a eu tout un lundi en fait où à 15h de l'après-midi, Sao Paulo a été plongé dans le noir à cause des fumées des feux. Voilà, je vais vous installer une carte du Brésil ici. Et donc, je vous laisse quand même méditer sur le fait que c'est quand même à des milliers de kilomètres de là. Voilà. Donc en gros, il y a eu en fait des déplacements massifs d'air. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, l'Amazonie en fait impacte beaucoup au niveau du climat sur le reste de l'Amérique du Sud. Bref, et donc du coup, il y a eu un déplacement et aussi un déplacement de la fumée, et c'est ce qui a fait en fait que Sao Paulo a vraiment été plongé dans le noir. Mais quand je dis plongé dans le noir, c'est pas juste genre il faisait noir comme s'il allait pleuvoir, c'est que il faisait noir, on a dû allumer les lumières. Voilà. Et il faut quand même se dire que Sao Paulo, c'est 20 millions d'habitants. Genre, c'est un quart, un peu moins, mais c'est en gros un quart de la population de France. Voilà. Donc, vous imaginez bien que quand il y a 20 millions de personnes qui, au même moment, sont plongées dans le noir, d'une, ils se demandent pourquoi, et je pense que ça a été, du coup, l'info est quand même passée, et que du coup, ça reste quand même une bonne façon de sensibiliser les gens. Voilà. Donc, en gros, en une très courte période, il y a 20 millions de personnes, en fait, qui ont regardé le ciel et qui ont dit « ça, c'est pas normal », et qui ont ensuite appris qu'il y avait... on foutait le feu. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu le point de départ, en fait, de l'espèce de scandale. Alors les gens disent scandale, moi j'appelle pas ça scandale, j'appelle juste ça une information qui circule, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau du contexte politique, ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Cette année, l'INPI, donc l'INPI c'est l'Institut National de la Recherche Spatiale, donc en gros la NASA brésilienne, voilà, pour faire très rapidement, l'INPI a publié un rapport, je vous le mettrai dans la barre d'infos, et il dénonce l'augmentation en fait, de la déforestation depuis que Bolsonaro a pris le pouvoir, a pris le pouvoir, il a été élu quand même, hein, mais depuis que Bolsonaro est au pouvoir. Donc Jair Bolsonaro, c'est le nouveau président du Brésil depuis bientôt un an. Voilà. Et il y a quand même eu 60% d'augmentation au niveau de la déforestation. Historiquement, la déforestation, donc il y a eu déjà, c'était en 2005, du coup ça fait 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait déjà eu énormément de sensibilisation autour de la déforestation et du coup, les politiques brésiliennes avaient beaucoup œuvré en fait pour stopper / stabiliser la déforestation. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, j'essaierai de vous en trouver dans la barre et de vous les mettre en barre d'infos, effectivement, il y a moins de déforestation. Voilà, depuis 2005. Et il se trouve que cette année, il y a eu une augmentation de 60%. Donc c'est pas une coïncidence. C'est pas genre subitement cette année, bon, il se trouve que machin. 60%, c'est énorme. Voilà. Et du coup, les chiffres de l'INPI sont assez alarmants. Et en fait, l'INPI a publié ce rapport-là. Pourquoi c'est l'INPI qui publie ça? Parce que la recherche spatiale, du coup, c'est tout ce qui est satellite, tout ce qui est images satellites, et la plupart des données comme ça à large échelle, donc que ça soit du feu, mais comme ça soit la déforestation, elles sont calculées depuis l'espace. Voilà, juste pour qu'on comprenne un peu, pour que ça fasse sens. Voilà, pour que ça fasse sens. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il se trouve que Bolsonaro, c'est un peu, les Brésiliens ils l'appellent le Tropical Trump.
donc le Trump tropical, voilà. Et c'est un peu dans le même vibes. Donc par exemple, il dit que le réchauffement climatique n'existe pas, que c'est juste du bullshit, que blablabla. Il déteste les ONG. Je vais y revenir d'ailleurs, bref. Et il se trouve que depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour un peu empêcher en fait tout le discours alarmiste environnemental d'arriver en fait un peu sur le devant. Et notamment quand l'INPI a publié ce rapport, Bolsonaro a réagi en disant que c'était des mensonges. Voilà. Et en fait, le directeur de l'INPI, donc il s'appelle Ricardo Galvao, il s'appelle toujours Ricardo Galvao, mais ce n'est plus le directeur de l'INPI, a répondu à ça en fait, et a dit bah non mais en fait c'est vous, c'est votre faute et ils sont vrais les chiffres quoi, genre non. Et du coup il a été viré, voilà, voilà, c'est sympa, ambiance, voilà. Il se trouve que depuis, c'est Marcos Pontes qui a été nommé directeur par intérim de l'INPI, et c'est un ancien militaire. Voilà, ambiance. Bref, donc d'un point de vue politique, c'est assez tendu ici. Pour vous donner, alors je suis au courant au niveau politique, je suis au courant d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que tout ce qui est vie quotidienne, etc., j'en sais hélas pas plus, et ça m'a pas non plus sauté aux yeux quand je suis venue, le temps que j'ai été ici. Mais ce que je sais d'un point de vue scientifique, c'est que c'est de plus en plus difficile d'avoir des fonds de financement. Pour vous donner une idée, il y a plusieurs scientifiques qui se sont vus arrêter en fait leurs recherches, tout simplement parce qu'on leur a coupé les vivres et que maintenant ils ne peuvent plus en fait faire fonctionner les ordinateurs. Quand on fait de la recherche scientifique et notamment de la modélisation, on utilise des serveurs. Voilà, et ces serveurs, ça demande énormément d'énergie. C'est d'ailleurs dans les premiers pôles d'énergie des instituts. Et si on n'a pas d'argent pour faire fonctionner ces serveurs, ça marche pas. Voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Concrètement, hop, on coupe les vivres et du coup, il y a plusieurs scientifiques au Brésil en fait qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont plus en fait accès aux serveurs pour continuer leur recherche. Voilà. Juste pour titre de comparaison, si il se passe la même chose dans mon institut à moi, ma thèse s'arrête. Voilà, genre j'ai plus moyen en fait de faire de la recherche puisque ma recherche quand même est basée en fait justement sur la modélisation des feux et je travaille du coup via le serveur. Voilà, donc en fait si on coupe le serveur, je peux plus bosser. Donc voilà, donc c'est à peu près le contexte ici. Et en fait ça a quand même fait du bruit. Alors je pense pas que ça ait trop percé au niveau européen, enfin en tout cas dans les infos mainstream. Je vous mets des articles en barre d'infos qui sont en anglais ou en portugais. Mais voilà, d'un point de vue en tout cas médiatique, au Brésil, ça a quand même été assez, ça a été assez couvert et c'est assez choquant quand même d'avoir en fait ces clashs là entre le chef du gouvernement qui dit que ce que balance l'INPI c'est juste des mensonges alors que non en fait il y a des chiffres, il y a des images satellites, je travaille avec, je les vois, enfin bref, c'est non quoi, bref. Et ensuite il y a une troisième chose, c'est les réseaux sociaux. Alors, publiant souvent maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, faut savoir qu'il y a une part quand même d'aléatoire dans les infos en fait qui font buzz. Voilà. C'est très difficile de prévoir quelle est l'info qui va percer et qui va faire le buzz entre guillemets. Et on a cette image effectivement que parfois les buzz c'est un peu des trucs stupides et bon, ça peut être vrai plus ou moins, mais en fait il y a des infos aussi qui percent et c'est pas des trucs pour faire le buzz, c'est juste des infos qui en fait vont choquer qui vont choquer l'opinion publique et qui du coup vont être retransmises dans les réseaux sociaux et ça va très vite, hein. Il suffit qu'il y ait quelques milliers de personnes qui repartagent l'info. En plus c'est super facile maintenant, c'est en un clic et hop ça fait le tour du monde quoi. On a eu par exemple le cas cette année avec le Soudan où tout le monde avait mis une petite vignette bleue sur sa photo comme photo de profil par exemple et ça en fait vous pouvez pas prévoir en fait pourquoi est-ce qu'on va parler de ça, pourquoi est-ce que les gens vont être plus choqués de ça
plutôt que de ce qui se passe, je sais pas, à Hong Kong ou ailleurs dans le monde, quoi. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on parle pas c'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on ne parle pas d'une autre chose. C'est juste que on peut pas prendre les réseaux sociaux comme quelque chose qui reflète en fait l'intérêt des gens. Il y a quand même un côté un peu aléatoire, un peu random en fait, qu'une info circule ou non. Et il se trouve que l'Amazon, ça a choqué l'opinion publique et ça a été du coup largement diffusé. Pour répondre au niveau des espèces de théories du complot que j'ai pu lire, genre on ne dit pas tout, on ne dit pas ça, on ne le savait pas avant, blablabla. Je suis dans l'incompréhension totale en fait de ça. Je fais oui, tu le savais pas avant parce que tu peux pas connaître tout, mais ça a jamais été un secret. Tu pouvais trouver l'information qu'il y avait des feux en Amazonie très facilement. Enfin, je veux dire, on n'a jamais prétendu qu'il y avait jamais eu de déforestation en Amazonie. On n'a jamais prétendu qu'il y avait pas de feu en Amazonie. C'est juste qu'en fait l'information, elle perçait pas et en tout cas dans les médias mainstream. Mais en fait, c'était complètement possible en fait d'avoir l'information si on allait chercher l'information sur ce qui se passe en Amazonie, la déforestation, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a pas de problème. Les données spatiales, vous allez sur le site de la NASA, c'est en libre service. Voilà, donc vous pouvez aller voir où est-ce qu'il y a des feux, où est-ce que ça brûle et tout. Il n'y a pas de secret, hein. C'est juste que l'information a percé, point. On m'a demandé pourquoi, alors c'est souvent ça aussi, c'est oui mais pourquoi est-ce qu'on parle du Brésil et pourquoi est-ce qu'on parle de l'Afrique? Alors, généralement ce que je réponds en fait par rapport à la problématique de l'Afrique, c'est que d'une, est-ce que ça vous étonne en fait qu'on parle pas de l'Afrique? Je veux dire, on n'en parle jamais de l'Afrique. C'est un truc, c'est genre, c'est pas, je sais pas, moi aussi, hein, je suis scandalisée. La première, je parle du Brésil parce que c'est mon sujet de thèse et que je parle de ça parce que c'est là où j'ai le plus à vous apporter. Mais je vais pas me mettre à parler de l'Afrique parce qu'en fait, je sais pas, c'est pas mon sujet d'étude. Il faudrait que j'étudie plus. Mais bien sûr qu'on parle pas de tout. Et en fait, l'Afrique, le continent africain, je veux dire, il est très peu médiatisé et enfin, bref. Mais allez-y, parlez-en, faites vos recherches, parlez-en, faites-le. Mais ne répondez pas, enfin je trouve ça bizarre en fait d'à chaque fois qu'il y a une info qui sort et qui perce, parce que oui parfois il y a des infos qui percent, que les réponses qu'on donne c'est souvent oui on parle de ça mais on parle pas de ça. Mais allez-y, parlez-en, par pitié, parlez-en. Et pour ce qui est des régions polaires, ça aussi on m'a demandé. Alors il y a quand même une différence, c'est que autant en Afrique je vous dirais que c'est sensiblement le même mécanisme, donc déforestation et aussi les feux qui viennent des élevages, ou ça peut être élevage mais ça peut être aussi les cultures, parce qu'il y a aussi pas mal de cultures. Je sais qu'au Brésil on utilise aussi le feu sur les cultures de canne à sucre par exemple. Voilà. Donc, mais en tout cas c'est l'activité, ça peut être aussi de l'activité humaine d'agriculture qui est du coup à grande échelle et qui parfois est hors de contrôle. Voilà, donc des feux de brousse, après ça crée des feux de brousse. Par contre, au niveau des régions polaires, c'est différent. Parce qu'il se trouve que l'Amazonie, c'est une forêt tropicale et les arbres dans la forêt amazonienne ne sont pas adaptés au feu. Donc en gros, s'il y a du feu dans la forêt amazonienne, ce qui est rare parce que c'est quand même très humide, si ça arrive, en fait, ça détruit. Voilà, donc la forêt, elle est dégradée et c'est très difficile en fait de revenir à un état initial. Par contre, les forêts, en tout cas polaires, donc tout ce qui est Sibérie, même au Canada, ou voilà, là par contre, les forêts, elles sont adaptées au feu. C'est-à-dire que les arbres, en fait, s'ils brûlent, ils vont pouvoir se régénérer. Et il y a beaucoup de régions, en fait, dans le monde où la végétation est adaptée au feu. C'est le cas aussi dans la savane brésilienne, c'est le cas aussi en Australie, c'est certainement le cas dans les savanes aussi en Afrique, où en fait le feu fait partie intégrante du cycle végétal. Voilà, il y a même des graines, elles ont besoin du feu, de la chaleur du feu pour germer. Donc c'est incroyable, bref, c'est un truc de fou, mais le feu en fait dans certains environnements c'est nécessaire. Là où ça devient critique, c'est quand la fréquence en fait du feu est trop grande. Là oui, et c'est probablement ce qui est en train de se passer aussi. Mais que les forêts polaires brûlent en soi, c'est pas un problème. Ça va pas détruire la forêt, ça va juste la régénérer et c'est bien. Ce qui est inquiétant, c'est au niveau de la fréquence. Mais ça par contre, j'ai pas d'infos sur la fréquence, enfin j'ai pas recherché d'infos sur la fréquence des feux dans les régions polaires, donc je peux pas vous dire si c'est alarmant ou pas, mais comme qui dirait un petit sentiment que c'est
c'est en train, enfin il n'y a pas de raison en fait que ça soit pas en train de s'accélérer, voilà. Mais je tenais quand même à faire la différence entre les forêts polaires où là le feu est pas dramatique et les forêts peuvent se régénérer très bien. D'ailleurs c'est vraiment vous pouvez regarder, il y a un épisode sur les forêts polaires dans la série documentaire Netflix Notre planète. Il y a un épisode là-dessus et c'est très bien, et vous voyez les feux de forêt dans les forêts polaires et c'est très bien expliqué. Voilà, donc si vous voulez peut-être en savoir un peu plus en fait sur le procédé, vous pouvez y aller. Voilà. Par contre, au niveau des forêts tropicales, c'est pas le cas. Donc s'il y a un feu dans une forêt tropicale, c'est dramatique. J'en ai fini pour cette vidéo. J'essaye de pas faire des vidéos trop longues quand je parle de ça parce que sinon ça devient trop dense. Cette fois, je l'ai préparé. Chose que je n'avais pas faite la dernière fois parce que c'était quelque chose de spontané. Voilà, donc j'espère que ça aura été un peu plus clair et un peu plus fluide. Bref, si vous avez d'autres questions concernant la dynamique du feu, pas forcément l'Amazonie, mais plus sur mon sujet et que vous voulez comprendre plus de choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, je verrai ce que je peux faire. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!